Merci beaucoup, professeur Benaïssa, de me donner la parole. Merci, chers amis. C'est avec grand plaisir que j'assiste aux journées de SLM Days. Je remercie les organisateurs pour leur invitation et c'est toujours avec grand plaisir que je parle d'une thématique qui me passionne particulièrement, qui est celle de la résistance aux antibiotiques. Je pense qu'on a parlé de Mpox, on a parlé de palu, aujourd'hui on parle aussi de diphtérie, et à chaque fois ça crée autant de polémiques, autant de bruit, autant de préoccupations. Et je ne pouvais m'empêcher de commencer ma présentation sans parler de dégâts des eaux et dégâts des feux. Je ne peux m'empêcher de faire ce comparatif parce que dès lors qu'il s'agit d'une épidémie qui fait du bruit, on s'agite, on se rappelle qu'il y a un laboratoire qui peut faire quand même du diagnostic et qu'il existe quelque part des microbiologistes qui peuvent faire le diagnostic. Par contre, la grosse pandémie silencieuse qui est la résistance aux antibiotiques, qui n'a pas un seul acteur et un seul, j'allais dire, attaquant, c'est toutes les espèces bactériennes qui sont potentiellement porteuses de gènes de résistance et qui pourraient éventuellement poser des soucis thérapeutiques. Cette pandémie silencieuse, je la simule aux dégâts des eaux parce qu'elle vient doucement, mais sûrement, conduisant à des impasses thérapeutiques. Alors, quelle en est la cause ? Alors, la cause essentielle de cette résistance aux antibiotiques, bien sûr, il y a des causes directes, des causes indirectes. Les causes directes, c'est sans aucun doute le mésusage des antibiotiques. On n'a pas dit que les antibiotiques, c'était pas bon, mais qu'il fallait juste correctement les utiliser pour les préserver. Bien sûr, l'automédication, mais aussi l'utilisation non justifiée, donc comme on le disait, de ces antibiotiques-là. D'autre part, parmi les causes indirectes, il y a le manque d'hygiène qui indirectement va entraîner la propagation de bactéries résistantes. Il y a également le défaut de protection vaccinale qui va rendre les sujets plus vulnérables et donc plus sujets à certaines infections. L'exemple classique, c'est la vaccination antigrippale. Quand on a une infection virale, on sait très bien que très souvent, une infection bactérienne peut venir surinfecter le patient et donc ça va engendrer une surconsommation d'antibiotiques qu'on aurait pu éviter. Alors, la principale conséquence, comme on a vu parmi ces conséquences directes, c'est essentiellement les impasses thérapeutiques et l'augmentation du nombre de décès imputés aux bactéries multirésistantes. L'OMS, dans son estimation en 2014, avait estimé qu'en 2050, près de 10 millions de décès dans le monde seraient imputés à la résistance aux antibiotiques. Ça dépasse de loin les décès qui sont imputés au cancer. Alors, pour ce faire, il y a eu, c'est-à-dire le problème était tellement important qu'il y a eu en 2016 la première session qui a été dédiée à la résistance aux antimicrobiens en général et à la résistance aux antibiotiques en particulier. C'était en 2016 à l'occasion de la session 71 des Nations Unies. Mais également, le problème est resté donc le même. Des années après, cette année, on a connu la 79e session au niveau des Nations Unies qui a donc présenté une session dédiée à la résistance aux antibiotiques. C'est dire que c'est un problème planétaire, c'est un problème qui peut conduire à des problèmes, à des impasses qu'on ne saura gérer plus tard. Alors, le plan mondial de lutte contre la résistance aux antimicrobiens que vous pouvez consulter en ligne ne concerne pas justement que les antibiotiques, il concerne également les antiviraux, les antiparasitaires, les antifongiques également. Il est basé sur 5 piliers principaux, dont le pilier 2 met en exergue et met en place le rôle du laboratoire, qu'il soit de ville ou hospitalier, dans justement la lutte contre ce phénomène de résistance aux antibiotiques. Alors l'Algérie, comme les autres pays, a édité son deuxième plan de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, qui est en ligne et que vous pouvez consulter, avec un plan opérationnel 2024-2028. Ce plan met en place un pilier central qui est celui du laboratoire, le rôle central du laboratoire de microbiologie médicale. Effectivement, la détection de la RAM ou la détection de la résistance aux antibiotiques en particulier, c'est d'abord une affaire de laboratoire. Alors, si le syndrome infectieux est présenté chez un patient, l'infection est diagnostiquée cliniquement chez un patient, la résistance aux antibiotiques, elle, c'est chez la bactérie qu'on va la détecter. Et donc, nécessairement, cette surveillance est basée sur des données de laboratoire. Comme on le dit à chaque fois, on peut avoir un cas suspect de diphtérie, un cas confirmé, un cas probable, mais une résistance, on ne peut pas dire si elle est suspecte ou il faut vraiment passer par des tests de laboratoire pour la classer comme étant résistante ou non résistante.
Alors, les tests de sensibilité aux antibiotiques représentent donc la dernière étape, et c'est une étape pas des moindres, d'un diagnostic bactériologique. Et ils peuvent avoir un intérêt thérapeutique, donc pour un traitement, c'est un intérêt immédiat, tout comme il peut avoir un intérêt épidémiologique dans la surveillance pour avoir un petit peu les tendances de surveillance de la résistance aux antibiotiques. Vous comprendrez donc aisément qu'un antibiogramme ou un test de sensibilité aux antibiotiques est indirectement une incitation à la prescription. Pour cela, plusieurs points critiques devraient alerter le microbiologiste de ville. Pourquoi je dis de ville? Parce que souvent, le microbiologiste hospitalier, lui, il est plus ou moins préoccupé et confronté à ce problème-là de résistance. Mais la microbio de ville, vous savez, il ne faut pas maintenant considérer, on parle de One Health par rapport à l'homme, son environnement et à la santé animale, mais il faut aussi parler de corporation médicale. Le patient, lui, et quand son prélèvement est adressé au laboratoire, c'est le même prélèvement, peu importe que l'on soit en labo de ville ou qu'on soit en milieu hospitalier. C'est pourquoi je dis qu'il y a certains points critiques que j'ai essayé de résumer en 7 points. Le premier, c'est d'abord le diagnostic microbiologique, c'est une condition sine qua non pour un bon antibiogramme. Le second, c'est la standardisation des techniques de sensibilité, la liste des antibiotiques à tester, les catégories cliniques, mais également les contrôles de qualité pour ensuite alerter en cas de détection ou de confirmation d'une résistance particulière. Alors prenons un exemple particulier qui est en fait le b.a.-ba du diagnostic microbiologique. Est-ce que les antibiogrammes sont systématiques et obligatoires? Est-ce qu'on doit transmettre le résultat d'antibiogramme systématiquement aux cliniciens? J'ai pris ici un exemple très simple qui est celui d'une infection urinaire chez un patient ou une patiente asymptomatique qui a donc une bactériurie, qui n'a pas de leucocyturie, mais qui a une numération ou une culture positive. Dans ce cas précisément, il peut s'agir d'une colonisation. Ce n'est pas forcément une infection. L'indication qu'il y a à faire serait de refaire le prélèvement ou de voir vraiment le contexte clinique. À tort, si on avait fait un antibiogramme et on l'aurait transmis, on aurait incité à une prescription qui n'aurait pas été justifiée. Donc vous voyez que le diagnostic microbiologique est très important et c'est vraiment du cas par cas. Le deuxième élément, c'est la standardisation des techniques. Aujourd'hui, il fut un temps, pour ceux qui ont connu les débuts des antibiogrammes des années 90, il y avait la CASFM, il y avait les recommandations allemandes, les recommandations américaines du CLSI. Actuellement, il y a 2 grandes recommandations. Ce sont celles du CLSI et de l'EUCAST de Parlement. En tout cas, ce sont les recommandations qui sont proposées par l'Organisation mondiale de la santé et par pratiquement tous les référentiels mondiaux. Qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, vous avez le choix dans les techniques. Ça peut être des CMI, ça peut être des antibiogrammes par disque, diffusion de disque, ça peut être des antibiogrammes automatisés. Dans tous les cas, il faut travailler selon des techniques normalisées. En Algérie, depuis 1999, les normes qui sont recommandées au niveau national, ce sont les normes du CLSI. Autre point critique, c'est la liste des antibiotiques à tester. Et c'est là où tout se joue. Alors, quoi tester dans un antibiogramme? Et je pense que pas mal de collègues, puisque personnellement je suis interpellée souvent par mes collègues microbiologistes ou autres, biologistes cliniciens, ceux qui sont en tout cas dans les laboratoires de ville, qu'est-ce que je vais mettre comme disque d'antibiotiques à tester? Le premier élément, première recommandation, c'est que cette liste doit être adaptée à l'espèce identifiée. Ça ne sert à rien de répondre, mais du moins ne pas donner d'alerte devant des résistances naturelles. J'ai choisi sciemment ce tableau pour attirer votre attention qu'il y a des bactéries qui ont quand même des résistances naturelles qui sont très importantes, pour ne citer que le Stenotrophomonas maltophilia, pour lequel plusieurs résistances naturelles donc existent. Vous avez la première case aminopénicilline, c'est céphalosporine première génération, deuxième génération, qui est résistante pour toutes les bactéries que vous voyez ici. Donc vous voyez que c'est quand même important. La deuxième, cette liste devrait être adaptée au type d'infection selon que le patient soit hospitalisé ou pas. Donc ça ne sert à rien. Et ça c'est important, même si vous le testez pour détecter éventuellement un mécanisme de résistance particulier, il faut éviter de donner une réponse d'un antibiotique à usage hospitalier en communautaire. Vous me direz que ce n'est pas pratique au niveau du laboratoire parce qu'il va falloir faire des listes pour l'externe et des listes pour l'hospitalisé. Ce pourquoi, dans la liste des antibiotiques à tester, ça c'est le tableau qui figure dans le référentiel national. Actuellement, nous sommes en train de le réviser et je vous annonce qu'on a fait appel donc à la collaboration de collègues qui sont donc dans le secteur privé, dont le professeur Ramdani qui était donc avec nous et pas mal d'autres personnes. Et donc, il y a une prochaine édition qui va sortir en décembre 2024 dans laquelle nous avons repensé
cette liste, justement en mettant antibiotiques de première intention, deuxième intention, dernière intention, qui serait beaucoup plus, j'allais dire, indiqué, beaucoup plus pratique pour les laboratoires de ville. Autre point critique qui, pour moi, a vraiment révolutionné le monde de l'antibiogramme, ce sont les catégories cliniques ou encore les valeurs critiques. Il y a quelques années, jusqu'en 2008, il suffisait de classer la bactérie en sensible résistant. Puis après, est venue cette grande catégorie intermédiaire qui, un petit peu, nous laissait un peu le choix et nous permettait de repêcher certains antibiotiques et de traiter certains patients, soit en augmentant les doses, en doublant les doses, en fonction des valeurs des CMI. Beaucoup de travail a été fait par les comités internationaux, puisque la catégorisation clinique, il est admis maintenant qu'elle a 3 approches, l'approche pharmacodynamique, l'approche clinique et l'approche bactériologique. Et c'est sans doute l'approche pharmacodynamique qui a pris le dessus pour le moment, puisque les antibiotiques, selon leurs critères ou leurs caractéristiques PKPD, ont des valeurs critiques spécifiques espèces dépendantes. Vous allez voir un exemple. Ici, j'ai choisi l'exemple de la céphazoline que vous voyez en haut. Vous voyez que c'est la même charge, c'est 30 microgrammes dans les 2 cas. Et pourtant, les critères d'interprétation ne sont pas les mêmes. Je vous invite à voir. Vous avez par exemple en zone diamètre, vous avez supérieur ou égal à 23, c'est considéré comme sensible si vous êtes devant un cas, par exemple vous êtes devant un cas d'infection urinaire non compliquée à E. coli. Par contre, supérieur ou égal à 15, si vous passez à un traitement d'une infection urinaire plutôt non compliquée, dans le premier cas, dans les infections urinaires compliquées. Donc vous voyez que selon la situation clinique, le diamètre peut changer. Et ça a son intérêt comment? Parce que vous allez recommander un antibiotique sensible à tort ou inversement, vous allez condamner toute une classe thérapeutique alors que la situation clinique, le contexte clinique n'est pas la même. C'est dire que les renseignements cliniques sont de plus en plus importants et sont très importants même dans l'interprétation de l'antibiogramme. Un autre exemple, c'est celui de l'oxacilline, où vous avez pour une même charge, j'allais dire, ou des charges différentes selon l'espèce. Pour les Staph epidermidis, vous devez tester, si vous voyez par exemple les valeurs critiques qui sont données. D'abord pour l'aureus et le lugdunensis, la CMI est obligatoire, vous ne pouvez pas faire d'antibiogramme, tandis que pour l'épidermidis, ce sont d'autres valeurs et d'autres charges qui peuvent également être utilisées, c'est-à-dire le 1 microgramme ou encore passer par le disque de céfoxytine de 30 microgrammes. Alors, vu ça, au vu de ces données de PKPD, de cette variabilité en fonction de l'espèce bactérienne, le CLSI a pensé à élaborer un tableau de posologie. Ce tableau va indiquer aux utilisateurs la posologie la plus adéquate selon la valeur de CMI. Vous avez ici à titre d'exemple, par exemple pour la ceftaroline, en fonction de la CMI, la dose peut changer selon les bactéries. Parce que dans les plages, vous avez par exemple, dans les fourchettes ou dans les valeurs critiques, si on est par exemple dans une catégorie sensible qui est inférieure ou égale à 1, si j'ai une bactérie qui est à 0,5 microgrammes par ml en CMI, ce n'est pas comme être à 0,016 microgrammes par ml par CMI. Elle est plus proche des valeurs, j'allais dire, borderline. Alors, ceci pour dire que la recommandation aussi principale concernant l'antibiogramme, il ne faudrait pas que l'on se contente de lire des diamètres et de répondre RS ou I, mais de prendre le soin d'interpréter et de commenter les résultats, particulièrement pour les infections graves. Ça, c'est très important parce que parfois, devant certaines souches qui sont multirésistantes, il se pourrait que vous soyez juste devant un antibiotique de disponible pour lequel la CMI est indiquée. On peut peut-être sauver le patient, soit en augmentant les doses, soit en faisant une association. Donc, il est primordial de commenter les résultats, c'est-à-dire de vraiment interpréter, de faire une vraie lecture interprétative de votre antibiogramme, que ce soit pour les mécanismes de résistance ou bien pour le commentaire des résultats obtenus pour pouvoir optimiser le traitement. Alors, au-delà de cela, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut être à jour en termes de normes pour la réalisation et l'interprétation des tests de sensibilité. Ça, c'est très important. Le deuxième élément, vous voyez ici, vous avez sur ce graphe, il y a eu plusieurs publications qui ont un petit peu rappelé l'impact du changement des valeurs critiques dans l'interprétation des résultats. Vous avez par exemple ici la résistance, des taux de résistance de Streptococcus pneumoniae, c'est les mêmes données interprétées selon 2 tableaux différents.
Le premier, c'est selon les normes du CLSI entre 2008 et 2014, et le second entre 2009 et 2014. Vous voyez que dans la catégorie R, entre 2008 et 2014, vous voyez que dans les méningites, si j'interprète selon les valeurs critiques après 2008, le taux de résistance augmente pour la simple raison qu'avant 2008, on considérait que pour toute souche qui avait une CMI inférieure ou égale à 0,125 pour la pénicilline, elle était considérée comme étant sensible. Par contre, à partir de 0,125, elle était considérée comme étant intermédiaire ou résistante. Dès 2008, on s'est rendu compte que selon que l'on soit dans les méningites ou dans une infection respiratoire, cette souche qui était supérieure à 0,125 restait résistante pour la méningite, tandis qu'elle était sensible puisqu'on pouvait aller jusqu'à une CMI de l'ordre de 2 dans les infections respiratoires ou même dans les hémocs. C'est dire, tout ça pour dire que c'est très important quand vous interprétez vos résultats d'antibiogramme de comparer ce qu'on appelle ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une tendance à la résistance, surtout si on veut aller vers une surveillance, je veux dire voir un petit peu les tendances, l'évolution de la résistance. Il est très important de se référer aux mêmes normes et à savoir par rapport à quelles normes d'antibiotiques nous sommes en train de faire l'interprétation. Donc là, vous voyez pas mal de publications qui ont fait ce travail-là. Un autre élément, c'est la place de l'interprétation des tests de sensibilité dans la bonne gouvernance des antibiotiques, c'est-à-dire l'antimicrobial stewardship et dans les protocoles thérapeutiques qui permettent un petit peu de distinguer les résistances génétiques des résistances cliniques. On sait très bien que quand il y a une résistance génétique, parfois, il n'y a pas d'expression et qu'il y a une activité in vivo. Alors, il y a ici quelques publications. Je vous ai sorti un exemple particulier. Vous voyez que la première colonne de gauche, quand vous voyez la SDD, une fois quand on interprétait sans tenir compte un petit peu des doses du régime de traitement, vous voyez que la sensibilité à la vancomycine, selon ces critères-là, était de l'ordre de, plutôt la résistance était de l'ordre de 56,1%, la sensibilité de l'ordre de 56,1%. Par contre, une fois qu'on est passé à l'ère de post-SDD, c'est-à-dire avec une interprétation basée sur les régimes de traitement, cette même valeur est passée à 65%. Donc vous voyez quand même que tenir compte des posologies, c'est quand même très très important et on va aller un petit peu presque vers un antibiogramme à la carte. C'est presque une interprétation par antibiogramme ou par patient. Alors l'autre point critique, c'est la notion de qualité. Il faut bien distinguer le contrôle de qualité de l'évaluation externe de la qualité. Alors pour le contrôle de qualité, il y a un référentiel. Je vous ai annoncé que la prochaine version, la version de cette année, sera disponible dès décembre 2024. Alors pour le contrôle de qualité, j'ai choisi sciemment d'insister sur un point particulier qui est celui des souches de référence. Les souches de référence, vous savez que comme d'habitude, donc vous pouvez passer les récupérer, on a toujours donné donc pour les collègues du privé qui sont en médecine de ville. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces souches doivent être correctement conservées, sinon vos contrôles de qualité ne peuvent pas être validés. Les repiquages des souches, il y a plusieurs passages, vous risquez de les perdre dans le temps. Le deuxième élément qui est plus important, c'est les disques d'antibiotiques. Quand vous faites vos commandes de disques d'antibiotiques, aujourd'hui, dans le marché, on a peut-être une variété de fournisseurs. L'OMS ou même le CLSI vous recommande 3 normes, la norme DIN, la norme WHO et la norme FDA. Alors, quand vous commandez vos disques, il faut absolument demander un certificat d'analyse. Il faudrait que le disque obéisse à l'une de ces normes. On a vu des disques sous-dosés, on a vu des disques qui n'obéissaient pas du tout et après vous vous posez la question, pourquoi est-ce que j'ai des résistances? C'est peut-être une fausse résistance que vous êtes en train de donner. Autre élément, ça m'amène à parler de la charge des disques et de se conformer aux normes utilisées, toujours revenir au référentiel national. Je vous donne un exemple. Une fois, il y a un laboratoire d'un milieu hospitalier, donc il nous avait contacté avec des résistances anormales au céfotaxime. Il avait toutes ces entérobactéries contacts. Et quand on a examiné la cartouche, la charge était à 5 microgrammes, donc c'était les recommandations européennes, alors que les normes d'interprétation qui étaient utilisées, c'était les normes nationales qui étaient basées sur les normes CLSI, qui, elles, devaient utiliser une charge à 30 microgrammes. Et donc, à tort, cet antibiotique avait été classé comme résistant, alors qu'en fait, c'était un problème de charge uniquement. Autre élément, excusez-moi, je dois revenir.
Autre élément, c'est l'évaluation externe de la qualité. Comme vous le savez, dans le cadre du réseau national de surveillance de la résistance aux antibiotiques, on organise annuellement un contrôle de qualité par l'envoi de 3 souches. Cette année, on en a envoyé 5 pour identification et antibiogramme. Donc, si vous souhaitez participer à cette évaluation externe de la qualité, vous pouvez juste nous envoyer un mail à cette adresse en adressant votre demande par un texte de mail et vous pourrez donc participer au programme annuel. J'ai pratiquement fini. Alors, le dernier point, c'est l'alerte. L'alerte, alors il faut savoir que dans la liste des MDO, depuis 2022, les infections à bactéries multirésistantes sont à déclaration obligatoire. Alors, cette surveillance, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur les bactéries d'intérêt médical prioritaires pour l'OMS, lesquelles sont suivies à travers le réseau national de surveillance de la résistance aux antibiotiques. J'attire votre attention, les 2 BHR qui préoccupent actuellement chez nous, c'est la Cinetobacter baumannii résistant à l'imipenem et les entérobactéries résistantes à l'imipenem qui sont émergentes. Cette surveillance se fait à travers le réseau national de surveillance de la résistance aux antibiotiques qui publie régulièrement ces données sur le site, mais pour lequel malheureusement pas de données provenant des laboratoires de ville. C'est là vraiment notre grande faiblesse. Alors, pour une alerte, pour vous donner un petit peu une idée, c'est le taux de Klebsiella résistante à l'imipenem qui augmente au niveau de l'hôpital et qui est passé de 2015 à 2022 de 1,9 jusqu'à 15,53%. Alors ça, ce sont des données hospitalières. Qu'en est-il en ville? On ne le sait pas. Donc faites très très attention quand on sait que pratiquement une souche sur 3 ou une souche sur 4 est BLSE quand vous faites vos antibiogrammes. Alors les messages à faire passer. L'antibiogramme, c'est une incitation à la prescription, donc il faut vraiment suivre les référentiels. Les laboratoires de ville sont partie prenante de la surveillance de la résistance aux antibiotiques. Nécessité de suivre les référentiels, c'est très très important. Je vous ai laissé donc un contact si vous avez des questions à poser plus précises. Je pense qu'on en parlera peut-être au niveau de la discussion. Et juste une alerte, si vous le permettez, l'OMS, et ça je tiens pour les laboratoires de ville, puisqu'il s'agit de l'émergence d'une souche hyper virulente de Klebsiella pneumoniae à travers le monde, pour lequel l'OMS a donné une alerte. Vous voyez bien qu'au niveau global, l'alerte elle est modérée, mais qu'au niveau de la zone afro à laquelle nous participons, nous faisons partie, ce risque est élevé. Alors ce sont des souches qui sont muqueuses, qui ont la particularité d'être sensibles aux antibiotiques, c'est-à-dire elles n'ont que les résistances naturelles et qui malheureusement donnent des infections invasives avec un décès une fois sur 2. On a en collégé un certain nombre de méningites purulentes à Klebsiella muqueuses hypervirulentes. Nous avons également identifié des abcès du cerveau, des fasciites nécrosantes. J'attire votre attention s'il vous plaît, si vous avez ce profil-là, faites très attention. Et l'alerte de l'OMS, c'est quoi? C'est que cette hypervirulence soit conjuguée à une résistance au carbapénem, donc vous allez avoir une souche hyperinvasive et multirésistante aux antibiotiques. Voilà le message que j'avais à faire passer. Je m'excuse si j'avais été longue et merci pour votre attention.